Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 juillet. Les familles des victimes de l'accident d'autocar transportant des pèlerins polonais sont arrivées ce matin à Grenoble. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Pologne. Le bilan est toujours de 26 morts et 24 blessés, dont 14 grièvement. Le car polonais n'avait pas l'autorisation d'emprunter cette descente particulièrement dangereuse. Négociations difficiles pour obtenir la libération des 5 infirmières bulgares et du médecin emprisonnés depuis 8 ans en Libye. C'est ce qu'a confié tout à l'heure le président de la République Nicolas Sarkozy, dont l'épouse Cecilia est actuellement à Tripoli avec la commissaire européenne aux relations extérieures. Du blues sous la tente, la météo décidément très humide ruine le moral de ceux qui dans les campings de la côte atlantique ont dû troquer les tongs pour les bottes. 15e étape du Tour de France aujourd'hui dans les Pyrénées entre Foix et Loudanvielle, emportée par le Kazakh Alexandre Vinokourov. Plusieurs équipes du Tour ont vu leur véhicule d'accompagnement fouillé par les services de douane en marge de la course. Le Ballet national de Cuba se produit en ce moment à Paris dans le cadre du 3e festival des étés de la danse. Au programme Gisèle et Don Quichotte jusqu'au 3 août. Ce matin, les familles des victimes polonaises de l'accident de car qui s'est produit hier sont arrivées à Grenoble accompagnées de psychologues et de prêtres. L'accident s'est produit à Visil en Isère, a causé la mort de 26 personnes et 24 blessés. Plusieurs offices religieux sont prévus, ont été célébrés. Et en fin d'après-midi, les familles se sont rendues sur les lieux de l'accident. Romain Messi et Nils Brunelli. Elles sont venues allumer un cierge, partager leur tristesse et leur douleur. À l'endroit même où le bus n'a pu éviter une chute fatale, les familles des pèlerins polonais se sont recueillies ce soir et ont rendu un hommage aux 26 disparus. Un peu plus tôt dans la journée, certaines familles ont perdu leur dernier espoir. Leurs proches reposent ici, au funérarium. Au CHU de Grenoble, d'autres fêtent des retrouvailles avec les rescapés. Cette femme n'a pas pu voir sa sœur, mais un seul coup de téléphone a été un immense soulagement. Est-ce que je peux avoir son nom et son prénom? Ma sœur, explique-t-elle, m'a appelé. Elle est en vie. Elle a l'épaule fracturée, des dents cassées et va être opérée ici en France. C'est un vrai miracle. Toute la journée, les familles des victimes ont été entourées par des médecins, des psychologues et des prêtres. Des membres de la communauté polonaise de Grenoble les ont même accompagnés auprès des rescapés et partagent leurs souffrances. Des garçons, ils savent même pas. Son père, il a aidé, je sais pas comment, par les fenêtres sortir. Et sa femme, il a brûlé tout de suite derrière. Les garçons, ils savent même pas. Parce qu'on pouvait pas le dire hier à l'hôpital. Comme sa mère, il est décédé, il demande des nouvelles de ses parents. Mais on ne peut pas le dire. Ce prêtre missionnaire à Notre-Dame de la Salette était avec les pèlerins le matin même du drame. Aujourd'hui, il n'a pas quitté les familles. Bien sûr, on va prier ensemble et on va surtout penser à tous ceux qui sont morts, qui sont partis vers le Seigneur, pour assurer le temps de prière et pour réconforter les familles. Des prières, il y en a eu ce soir en la cathédrale de Grenoble. Une messe à la mémoire des victimes. En fin de soirée, un avion spécial repart en Pologne avec à son bord des familles et les premiers rescapés. Théoriquement, les poids lourds, les autocars n'ont pas le droit d'emprunter cette route réputée dangereuse. De nombreux panneaux l'indiquent à l'entrée de la commune de Visil, mais la plupart des autocars ne prennent pas la déviation obligatoire qui rallonge l'itinéraire vers Grenoble. Et aujourd'hui encore, aucun contrôle n'était effectué pour s'assurer que la déviation était bien respectée. Denis Sébastien et Éric Jacquin. Un carrefour à la sortie de la Mure, en direction de Grenoble, c'est là qu'il faut choisir. À droite, la route qui mène à la descente de Lafray, celle qu'a emprunté le bus polonais hier. À gauche, une départementale, itinéraire en principe obligatoire pour les poids lourds et les cars. Gérard Diaz est responsable d'une société de transport. Pour lui, les chauffeurs qui passent par ici ne peuvent pas se tromper. Hésiter, ils n'ont pas hésité, parce qu'arriver à cet endroit-là, ils doivent ralentir, puis ils ont des panneaux, le temps de les lire, et puis là, il y a une priorité à laisser, donc ils ont le temps de lire les panneaux comme il faut. Oui, mais voilà, la route obligatoire est plus longue, 20 km de plus. Et le tracé très sinueux traverse de nombreux villages. D'où la tentation, parfois pour les chauffeurs, d'emprunter l'autre itinéraire, même si c'est interdit. Ils sont pas prudents, quoi. Ils prennent le risque, quoi. C'est quoi la différence de temps entre les deux routes? Il n'y a pas grand-chose, hein.
Pas grand-chose, là, il gagne 10 minutes, comme je vous ai dit. Il y a 10 minutes d'écart, c'est tout. Hein. Depuis quelques années, la descente de la Fraye a été élargie, notamment pour permettre de doubler, mais voilà parfois le résultat, encore plus de vitesse. Cet après-midi, la direction des routes travaillait sur d'éventuelles solutions, et notamment l'installation de portiques empêchant l'accès des poids lourds, tout en permettant le passage de ceux qui ont une dérogation. On peut imaginer un portique dynamique, c'est-à-dire qu'il soit fermé, sauf pour certains qui auraient le code, la commande. Ah bah oui, le portique, si on peut le mettre en service dans les semaines qui suivent, on le fera. Il faut qu'on trouve l'endroit le plus intelligent. Aujourd'hui, nous n'avons pas constaté la présence de forces de l'ordre le long de la route de la Fraye, hormis sur les lieux de l'accident. L'attente des habitants est en tous les cas très forte en matière de sécurité sur la route pour que cesse la série noire. Le procureur de la République de Grenoble a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Selon certains témoignages de survivants, le conducteur aurait crié aux passagers « Accrochez-vous au siège », les freins ont lâché. Il a trouvé la mort dans l'accident. Le deuxième conducteur est grièvement blessé. Théoriquement, ce type de véhicule est équipé d'un triple système de freinage. Franck Genozo et Delphine Paric-Miller. Les traces d'un freinage désespéré au bas de la descente de la Fraye. Le car polonais circulait sur une route interdite aux autocars. Mais que s'est-il exactement passé? Erreur humaine ou défaillance technique? Ce matin, les interprètes dépêchés auprès des rescapés livraient leur premier témoignage. Tout d'un coup, le chauffeur a dit j'ai plus de frein, j'appuie sur les freins, il n'y a plus rien qui répond. Donc cramponnez-vous à tout ce que vous pouvez, accrochez-vous. Quelques minutes auparavant, le bus est repéré par un groupe de motards dans la descente. Très vite, ils s'aperçoivent que le véhicule dépasse de 20 à 30 km/h la vitesse autorisée. Il semblerait que le bus, premièrement, roulait à peu près à 70 km/h, mais ça c'est à vérifier. Hein. Ce qui est aussi important, c'est qu'un témoin a dit que le conducteur roulait avec les feux stop constamment allumés. Ceci sur une distance assez importante. Des étincelles auraient alors été aperçues à l'arrière du bus. Selon certains experts, c'est la conduite du chauffeur qu'il faut incriminer. Lorsque vous arrivez en bas de la descente, après avoir utilisé en permanence vos freins, il n'y a plus de contact ou plus de contact efficace entre les mâchoires de frein et les disques, et donc le kart se retrouve sans frein à ce moment-là. D'après certains spécialistes, le bus ne possédait pas de ralentisseur hydraulique qui permet, grâce à une manette au volant comme celle-ci, d'éviter un échauffement des freins. Un système pourtant obligatoire pour être autorisé à circuler sur des routes très pentues. Une enquête a été ouverte pour homicides involontaires. Et Jean-Luc Borloo, le ministre de l'écologie chargé de la sécurité routière, a annoncé qu'il allait lancer un recensement précis de toutes les zones de circulation à risque. Dans certains parcours particulièrement dangereux, des échappatoires ont été aménagés pour les poids lourds qui perdraient le contrôle de leur véhicule. C'est le cas entre Nice et Monaco, sur les hauteurs de la Turbie, où l'autoroute a été aménagée. Voyez ce reportage de Renaud Bernard et Alain Dubas. La Turbie, la plus longue descente de France. 18 km, 9000 camions l'empruntent tous les jours. Celui-ci arrive d'Italie, direction les Pays-Bas. Le chauffeur explique que pour négocier la pente, il ne dispose que du frein moteur. Et c'est tout, aucune assistance électronique malgré ses 35 tonnes de chargement. Là, j'utilise le frein moteur. Je descends à demi-régime, 50 km/h maximum. Il ne faut pas freiner, sinon les freins chauffent et après ils sont foutus. Des freins qui lâchent en bas de la côte, c'est arrivé à 2 poids lourds il y a 20 ans. À pleine vitesse, ils sont tombés de ce viaduc. Depuis, pour sécuriser la pente, des voies de garage ont été construites tous les 2 km. Si les freins me lâchent là, ici, je me jette là-dedans. Quelle que soit la vitesse, l'arrêt est immédiat. En France, c'est obligatoire, les chauffeurs suivent un stage pour apprendre à utiliser ces voies de garage. Depuis leur construction, il n'y a plus eu d'accident. Un gravillon, c'est quelque chose qui est meuble. Hein, donc même lorsque vous y rentrez, un véhicule léger, il arrive que des voitures se trompent et prennent ça pour un parking. S'arrêtent, rentrent là-dedans, n'en sortent plus. Donc en fait, les roues rentrent dans le gravier et la caisse vient en appui sur le gravier et il ne se passe plus rien. Chaque année ici, une dizaine de camions font des freinages d'urgence sur ces voies de garage. Pourtant en France, elles restent l'exception. Sur 8300 km d'autoroute, on n'en dénombre que 18 pour les sections à péage et une poignée pour le reste du réseau.
L'espoir d'une libération rapide des infirmières bulgares détenues en Libye a repris corps aujourd'hui avec le déplacement à Tripoli d'une délégation composée de la commissaire européenne aux relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, accompagnée par l'épouse du président français, Cécilia Sarkozy, et par le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, n'a pas caché cependant que les négociations étaient extrêmement difficiles. Il pourrait se rendre mercredi en Libye, mais c'est une information qui nous vient seulement de Tripoli. Gilles Rabin. Ce devait être un moment de détente, un déjeuner avec les rugbymen du 15 de France. Mais à peine arrivé, le président de la République s'enferme dans un bureau du complexe sportif de Marcoussis avec son conseiller diplomatique et une interprète d'arabe. 20 minutes plus tard, Nicolas Sarkozy reconnaît qu'à Tripoli, en Libye, les négociations n'avancent pas aussi vite ni aussi bien qu'espéré. Ce que je sais, c'est que c'est très dur parce que ça fait 8 ans et demi que ça dure. Ça doit être que c'est dur. Si c'était ça. On va s'attendre à quelque chose dans les heures qui viennent, dans les 24 heures. Votre femme revient quand? Eh bien justement, personne ne le sait. Cécilia Sarkozy est à Tripoli depuis hier, mais Kadhafi fait de la surenchère. Pour libérer les infirmières bulgares, il exige maintenant un partenariat privilégié avec l'Europe, mais aussi une autoroute et une ligne de chemin de fer. Pendant que la commissaire européenne Benita Ferrero-Waldner négocie, Cécilia Sarkozy, qui n'a pas de rôle officiel et qui est en mission humanitaire, essaie de contourner l'obstacle. Elle a rencontré la fille de Kadhafi, Aïcha. Le déjeuner avec les rugbymen sera interrompu une deuxième fois. Kadhafi voudrait que Nicolas Sarkozy lui rende visite après-demain mercredi, mais le président français a posé une condition, que les infirmières bulgares soient libérées avant. Pour la première fois depuis 8 ans, une date butoir est imposée à Kadhafi, qui reste le spécialiste des négociations sans fin. Quant au ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, il se garde bien de commenter ces tractations que le Quai d'Orsay semble suivre de moins près que l'Élysée, ce qui est assez inhabituel. Interrogé sur la question de savoir s'il aurait souhaité se rendre à Tripoli, il a répondu d'une pirouette. Écoutez-le. Vous ne pensez pas qu'il y a assez de monde, non? Écoutez, en tout cas, je ne suis pas chargé de cette négociation et je souhaite qu'elle réussisse et je souhaite vraiment, comme vous tous, que soient enfin libérés les infirmières et le médecin. Alors si ça peut se passer comme ça, ils n'auront pas été assez nombreux. Si ça ne se passe pas comme ça, il faudra recommencer. Et sur place à Sofia, les familles sont évidemment suspendues aux informations en provenance de Tripoli, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Lionel Feuerstein et Franck Brisset. Gergana habite un petit appartement sans prétention à Sofia. Elle rêvait d'études, elle travaille à l'usine depuis 8 ans. En fait, depuis que sa mère Valia est partie en Libye comme infirmière, avant d'être subitement arrêtée puis torturée. Là-bas, elle est accusée avec ses collègues d'avoir inoculé le virus du sida à 438 enfants. Elles ont encore toutes des traces visibles, des marques qui ont été laissées par la torture. Il y a des changements dans leur comportement, dans leur humeur, des gestes non contrôlés. Mais depuis mardi, les informations qui arrivent de Libye sont positives. La condamnation à mort des infirmières a été commuée en prison à vie. Les femmes bulgares peuvent désormais être extradées à tout moment. Je préfère ne pas y croire. Pendant presque 9 ans, on nous a menti tout le temps. On nous disait à chaque fois qu'elles allaient sortir. Au pied de l'immeuble de Gergana, les voisins ont encore du mal à croire en cette libération. On espère tous. On espère qu'elles vont bientôt rentrer. Je crois très fort qu'ils vont les laisser partir. Toute cette histoire est vraiment horrible. Selon certaines sources diplomatiques françaises, le retour des infirmières dans leur pays est imminent. Sans doute une question de quelques jours, mais la Bulgarie reste prudente, car en Libye, le colonel Kadhafi marchande toujours le sort de ses prisonniers. Et en Turquie, c'est le parti au pouvoir qui sort renforcé des élections législatives voulues par l'opposition. Le parti de la justice et du développement promet qu'il va continuer à réformer le pays, à la fois laïque et musulman. Il a bénéficié d'un fort soutien, notamment des milieux économiques.
En France, 6 moniteurs d'un centre aéré dans l'Oise ont été renvoyés. Les jeunes gens âgés de 18 à 24 ans, au cours d'une soirée très arrosée, ont fait subir une sorte de bizutage traumatisant à une stagiaire de 17 ans qui présentait son BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le centre accueille des enfants de 6 à 12 ans. La sous-directrice a été renvoyée pour faute professionnelle et les parents de la jeune fille ont porté plainte. Les recherches ont repris ce matin pour tenter de retrouver le petit Thomas, 7 ans, disparu près de la Durance, dans les Hautes-Alpes, depuis maintenant le 14 juillet. La noyade reste l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs qui espèrent une meilleure visibilité dans l'eau pour pouvoir fouiller la rivière. Stéphane Lépinois et Benoît Jourdan. Les plongeurs de la gendarmerie nationale se mettent à l'eau. Ils sont 6 venus d'Antibes, La Ciotat et Martigues. Ils ont repris les fouilles aquatiques à 14 h cet après-midi. Un travail de fourmi à tâtons dans 3 mètres d'eau boueuse. Un vrai défi vu le débit de la Durance. Il n'y a aucune visibilité, le courant est impressionnant, on ne tient pas au fond, donc on se laisse juste guider par le bout, on se laisse entraîner par le courant, en touchant le fond pour voir si on accroche quelque chose. Thomas, 7 ans, a disparu ici le 14 juillet, non loin du lac de Serponçon. Ses parents avaient installé leur caravane avec d'autres gens du voyage sur les bords de la Durance. L'enfant ne savait pas nager, mais selon les enquêteurs, la noyade n'est qu'une piste parmi d'autres. Par rapport à tous les aimants dont je dispose à l'heure actuelle, qui sont pratiquement équivalents au néant, eh bien je ne peux pas dire que l'accident par noyade dans la Durance est une hypothèse plus importante qu'une autre. La famille campe, elle, sur une toute autre position. C'est un enlèvement et le papa de Thomas préfère lancer un appel à l'éventuel ravisseur. Je suis persuadé que mon fils a été enlevé. Alors je voudrais à cette personne, ou elle, qui retient mon fils, s'il vous plaît, qui me le ramène à l'hôpital, s'il vous plaît. Et il n'y aura pas de procédure et il n'y aura pas de plainte. À l'hôpital, car Thomas est épileptique. Toute la communauté s'est installée à Embrun, non loin des lieux de la disparition. Ils attendent le retour du jeune garçon. Dans le golfe de Saint-Tropez, les recherches se poursuivaient aujourd'hui pour tenter de retrouver l'adolescent de 14 ans tombé à la mer alors qu'il effectuait une balade en bateau avec ses parents. La famille était en vacances à Grimaud, dans le Var, et le garçon aurait été happé par l'hélice du moteur du bateau de ses parents. Elisa Coudray et Christophe Larocca. Ils étaient partis prendre des photos, en famille, sur une petite vedette, quand soudain Karim, 14 ans, se penche un peu trop et tombe à l'eau sous les yeux de ses proches. Il a glissé, quoi. Donc, comme s'il ne se tenait pas, il a glissé et il est passé il est passé dessous, sous la barre. Et c'est là qu'il a dû prendre un coup parce que ma fille me dit il est tombé à 1 mètre du bateau. Le frère de Karim et un ami plongent immédiatement pour porter secours à l'adolescent, mais ni eux, ni les secouristes n'y parviendront. Karim a disparu. Les plongeurs de la gendarmerie n'ont pas réussi à le retrouver pour l'instant. On était sur zone à 8 h ce matin avec les pompiers professionnels qui ont fait une plongée de 50 minutes environ sur une zone un peu plus précise du lieu de disparition qui malheureusement n'a rien donné. Savoir réagir à ce genre d'accident fait partie intégrante de la formation du permis bateau. Les consignes sont simples. Donner de suite le coup de barre du côté où le bonhomme est tombé afin qu'il puisse éviter l'hélice. Ça c'est primordial. C'est primordial. Apparemment, Karim n'avait pas de gilet de sauvetage. C'est pourtant la première règle à respecter lorsqu'on sort en mer. Et puis une femme de 44 ans, candidate au suicide, voulait se jeter dans le vide. En fait, elle est restée bloquée dans les buissons pendant 3 jours, le long d'une paroi, d'une falaise de l'estuaire de la Seine, à 70 mètres de haut. Elle a finalement été élitreillée, saine et sauve. Cécilia Doge. Les sauveteurs n'en reviennent toujours pas. Ils ont retrouvé une femme accrochée à cette falaise. Elle aurait manqué sa tentative de suicide. Pendant 3 jours, sans eau, sans nourriture, sous les orages, en débardeur, elle est restée juchée face au vide sur une plateforme de 60 cm de large. Effectivement, avec le souffle du rotor, elle a commencé à avoir un peu peur. Donc je l'ai rassurée. Je lui ai expliqué que ça allait bien se passer, que ça allait être très rapide. Je l'ai sanglée, elle est remontée sans difficulté. Sauvetage trop périlleux pour les pompiers. La plateforme sur laquelle a glissé la malheureuse n'est accessible que par hélicoptère. Mais pour corser le tout, une ligne à haute tension surplombe la falaise et présente un réel danger pour les pilotes. Sur une vingtaine d'années de carrière à Amiens, c'est une des seules fois où j'ai fait un treuillage aussi près d'une paroi. Très affaiblie, la femme est en hypothermie et totalement déshydratée. Transportée à l'hôpital du Havre, elle est encore en observation.
À Bâle, en Suisse, un petit avion s'est encastré dans le toit d'un immeuble, évitant de justesse une garderie d'enfants et un hôpital. L'avion qui était parti pour une traversée de l'Atlantique s'est écrasé contre l'immeuble après son décollage. Le pilote, un ancien de la Swissair, a été tué dans l'accident. Il y a 6 blessés légers parmi les pompiers et les habitants. L'appareil était un prototype monomoteur semblable à celui de Charles Lindbergh et il avait été construit par le pilote qui voulait justement réitérer l'exploit du héros américain. En Grande-Bretagne, le pays doit faire face aux inondations les plus graves depuis 60 ans, conséquence de plusieurs journées de pluie torrentielle. Le Premier ministre Gordon Brown s'est rendu dans le comté de Gloucestershire, où 70 000 maisons sont isolées alors que l'eau continue de monter. Maryse Burgot. L'urgence pour les sauveteurs britanniques est ce soir de livrer de l'eau potable car les supermarchés ont été littéralement dévalisés. Un comble alors que l'Angleterre connaît ses pires inondations depuis 60 ans. La deuxième urgence, c'est l'électricité. Malgré leurs efforts, les pompiers n'ont pas réussi à protéger les centrales. Des milliers de foyers sont donc ce soir sans électricité. Et le pire est à venir, le niveau des rivières continuant à monter. À minuit, le niveau sera au plus haut et cela va durer au moins 24 heures. Les habitants de Gloucester tentent de garder le sourire. Certes, ces inondations n'ont tué personne, mais devant leurs maisons saccagées, beaucoup de sinistrés se laissent surprendre par l'émotion. Cela me fend le cœur, vraiment. Quant à mon mari, même s'il veut se montrer courageux, il est désespéré. Dans cette petite ville, un mur anti-inondation a été construit l'année dernière. Il se révèle aujourd'hui totalement inefficace. Mon père a reçu une lettre des autorités. Elle lui garantissait qu'il ne serait pas inondé dans les 100 prochaines années. Une situation tellement préoccupante que Gordon Brown est venu sur place. Le Premier ministre promet que le budget de protection contre les inondations va être largement augmenté. En attendant, les Britanniques remplissent des sacs de sable pour protéger leurs maisons et ils s'organisent pour survivre au beau milieu de toute cette eau. En Italie, en revanche, c'est la canicule qui provoque des feux de forêt. Plus de 8000 pompiers sont mobilisés dans tout le pays. 11 villes ont été placées en alerte rouge avec des températures qui parfois dépassent les 40 degrés, notamment en Sicile. Et puis en Roumanie, le bilan de la canicule qui dure depuis une semaine est maintenant de 18 morts. Sur les côtes atlantiques, en revanche, l'ambiance est plus automnale qu'estivale. Matinée fraîche, après-midi humide, soirée glaciale. Alors dans les campings, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. À défaut de pétanque, on se rabat sur la pelote et la canasta. Frédéric Montaigne. En allemand, Schietbö, ça veut dire saletan. Car il suffit d'un ciel gris pour broyer du noir. Les gouttes qui dégoûtent, le cumul des cumulus, en prime la déprime. Eh bien non, ce couple de Hambourg ne perd pas son sens de la dérision. J'espère demain ce soleil brille encore. Du soleil en juillet, et puis quoi encore? Voilà, lire un peu des magasins. Alors on ne lit pas les magasins quand il pleut, on lit des romans, visiblement passionnants. On joue au ping-pong sous un parapluie en béton, et au pays de Descartes, on joue avec des cartes, y compris quand on est belge. C'est le premier jour, alors ça va. Si on doit tenir une semaine, je crois qu'on va se sauver, quoi. Se sauver pour éviter une dépression psychométéorologique, ils y pensent tous. On oublie tout dans le soleil de... L'Espagne, bien sûr. Les gens partent plutôt sur l'Espagne pour la journée. Et après, bon, il ne faut pas qu'il y ait quand même 2 ou 3 jours de pluie en suivant, parce que bon, après, ils désertent le camping. Pluie en août, morale en déroute, c'est ce qu'il redoute, le patron du rebaptisé camping des Flots Gris, où le remplissage des piscines ne coûte pas un centime. Dans le Pays Basque, un guide de haute montagne propose pour la première fois une randonnée quasi nocturne. Le principe est le même que la randonnée de jour, à ceci près que la descente se fait de nuit. Visite guidée sur les flancs de la Rune avec Abdel Mostefa et Patrice Brugère. Le soleil décline, la pente s'incline, c'est parti pour 1h30 d'ascension. J'ai mangé 2 gâteaux basques avant de monter, donc calé. Gâteau basque dans l'estomac et chevaux basques à portée de main. Ce sont des pots de choc.
Un petit chevaux typique du Pays Basque. On a failli perdre l'espèce il y a 15 ou 20 ans de ça. À force d'être croisés, ça a failli disparaître. Plus haut, dans une tourbière, on part à la recherche d'une fleur carnivore du genre discret. C'est minuscule en fait. Non mais vous inquiétez pas, je vais la trouver. Vous auriez pu acheter une bombe fluo pour le mettre dessus. Hein. Pas de fluo chez la Drosera, mais des tentacules rouges, avec au bout de la glu pour retenir des insectes. Mais certainement pas des touristes à qui on a promis du jambon de pays et du cidre basque. Est-ce qu'il est mérité ce casse-croûte? Je pense quand même. Hein, Le cidre basque. On va y taper dans la bouteille. Savourer une balade dans le massif de la Rune en évitant la foule de la journée, une idée pour se démarquer dans le maquis des randonnées. Les gens, ils vont avoir peur, ils n'auront même pas l'idée de le faire eux-mêmes certainement, de venir en soirée. J'ai trouvé là mon petit plus à moi. Quelques chamallows entre chiens et loups plus tard, c'est le retour à la lumière de lampes de poche. Là, c'est vrai que bon, c'est spectaculaire. On entend vraiment rien à côté et tout ça. Là. On entend vraiment que la faune. C'est intéressant, quoi. C'est sympa. Après avoir promené son regard d'Andaille à Cabreton, 1 heure de descente de nuit, où il vaut mieux regarder juste devant soi. Tour de France pour la deuxième étape pyrénéenne, c'est le Kazakh Alexandre Vinokourov qui s'est imposé dans l'ascension du col de Peyresourde et qui l'a emporté à l'arrivée à Loudanvielle. Résumé d'étape avec Julien Benedetto et Jean-Marc Notlouk. Corps à corps, machine contre machine. Contador, le dauphin, Rasmussen, le maillot jaune s'affrontent, loin derrière Vinokourov, parti gagner l'étape. Comme aux plus belles heures du duel Armstrong-Ulrich, faut-il s'étonner de voir ces deux hommes quasiment au sprint, dans un col hors catégorie. Malgré ses attaques, Contador ne réussit pas à lâcher le maillot jaune. Rasmussen était vraiment très fort. Je n'ai pas pu le lâcher, mais c'est bien. On a fait le spectacle. Et moi, j'ai consolidé ma deuxième place au classement général. Pour lui, le classement général, c'est fini. Mais Alexandre Vinokourov a du panache. Il lâche ses compagnons d'échappée dans le col de Peyresourde, à 15 km de l'arrivée. Derrière, le Français Christophe Lemaivel chute lourdement à 70 km/h dans une descente. Clavicule cassée, c'est l'abandon. À Loudanvielle-le-Lauron, le Kazakh s'offre une victoire revanche après sa défaillance hier. L'équipe, tout le monde m'a monté les motivations ce matin et j'ai dit bon, je donne tout encore pour gagner les étapes. Et c'était réussi, c'était une belle victoire. Inséparables, Rasmussen, le Danois, Contador, l'Espagnol, creusent encore l'écart sur leur poursuivant au classement général. On connaîtra sans doute l'épilogue de ce duel inattendu dans le mythique col de l'Aubisque, mercredi. Un tour donc qui est aussi marqué par la suspicion autour du maillot jaune Michael Rasmussen, soupçonné de dopage, et puis qu'on a appris qu'il avait été exclu par la Fédération danoise de cyclisme pour ne pas s'être soumis aux règles de contrôle cet hiver. Sur le tour, Michael Rasmussen est bien sûr tous les jours contrôlé et les résultats sont toujours négatifs. Mais aujourd'hui, les services des douanes ont fouillé plusieurs véhicules accompagnateurs, à commencer justement par ceux du Danois. Explication, Nathanaël de Rinxin et Chloé Lecomte. Ils appellent ça un contrôle de routine, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du bus Rabobank, celui de Rasmussen. Ce matin sur l'autoroute A64, les douaniers français ont fouillé les véhicules de 4 équipes. Rabobank, CSC, Discovery et Astana. Les capots, les essieux, les roues, les coffres, ils n'ont rien trouvé. Tout à l'heure, sur la ligne de départ à Foix, le maillot jaune affichait un large sourire. Il est bien le seul. Dans le peloton, l'ambiance s'est dégradée ces dernières heures. L'écrasante domination des uns fait causer les autres. Des coureurs qui vont à des vitesses extrêmement élevées sur le Tour de France, qui nous surprennent et surtout aussi très très vite sur les contrôles à montre. Et puis on a des coureurs qui ont des performances que les spécialistes trouvent tout à fait honnêtes et correctes. Hier, la performance du maillot jaune dans l'ascension du plateau de Beille a alimenté encore un peu plus les conversations. Dans ce col hors catégorie, Contador et Rasmussen sont allés plus vite qu'Armstrong ou Pantani en leur temps sur leur tour. Après son exploit en contre-la-montre samedi à Albi,
Et l'affaire de ces contrôles inopinés révélés vendredi, le Danois est un maillot jaune qui ne fait pas rêver. Demain, on vous propose de devenir patron de l'équipe de Rasmussen avec Rasmussen, vous acceptez? Moi, Rasmussen, il ne serait pas au départ s'il était dans l'équipe Bouygues Télécom, donc la question, on ne peut pas me la poser. Ce soir à Loudanvielle, sur les 160 rescapés du peloton, une centaine a terminé avec près d'une demi-heure de retard sur les hommes de tête. Le Tour qui a appris la mort de l'ancien champion du monde français, Jean Stablinski, décédé dimanche, équipier de Jacques Anquetil. Il fut aussi directeur sportif de Bernard Hinault. Et c'est lui, l'ancien mineur, né de parents polonais, qui a inscrit le passage de la Trouée d'Arambert dans le célèbre Paris-Roubaix. A-t-on le droit de s'inspirer d'un fait divers en cours d'instruction pour écrire un roman? La polémique est née après l'annonce de la publication d'un ouvrage inspiré directement de l'affaire Courgeot, cette mère de famille qui a tué et congelé plusieurs de ses nourrissons. Les proches sont d'autant plus choqués que l'auteur n'est autre que Mazarine Pinjot, fille de François Mitterrand, qui bénéficia longtemps des avantages de l'anonymat. Emmanuel Lambert et Alain Locachio. L'objet de la polémique est déjà entre nos mains, 155 pages signées Mazarine Pinjot. Le cimetière des poupées, c'est l'histoire d'une femme condamnée pour le meurtre de son nouveau-né, un meurtre qu'elle a toujours caché à sa famille. Cet infanticide rappelle l'affaire des bébés congelés. À Séoul, en juillet 2006, 2 nourrissons étaient retrouvés dans un congélateur par Jean-Louis Courgeot. Sa femme, Véronique, avouera plus tard le meurtre de 3 bébés. À Chinon, village de la famille, des proches font circuler une pétition, déjà 200 signatures pour montrer leur indignation. Mazarine Pinjot, qui a eu une jeunesse protégée pendant 20 ans, aurait dû penser qu'il y a 2 petits-enfants, elle qui était le même maman, 2 petits-enfants qui souffrent atrocement en ce moment, et il n'y avait pas besoin de faire de pub pour ce genre de livre. Fiction ou fait divers, sur son site l'éditeur entretient l'ambiguïté. Une femme commet l'irréparable, tuer son enfant. Pourtant, dans un communiqué, les éditions Julliard sont formelles. Il n'y a aucun lien d'aucune sorte entre le roman de Mazarine Pinjot et cette terrible affaire. Pour autant, est-il interdit de romancer des faits réels? La fiction ne protège en rien juridiquement. La loi ne prévoit pas de case fiction. Donc la question c'est, est-ce que les protagonistes sont reconnaissables, et s'ils le sont, l'action judiciaire est possible. D'ailleurs, de plus en plus de personnes se reconnaissent dans des personnages de fiction. Les procès se multiplient, aboutissent rarement. En revanche, c'est en général une publicité bienvenue pour les romanciers. À Paris se déroule en ce moment la 3e édition des Étés de la danse. Invité d'honneur cette année, le Ballet national de Cuba, dont la chorégraphe Alicia Alonso, 86 ans, légende vivante, est venue saluer le public. Elle a été ovationnée pour ses 2 chorégraphies, celle de Gisèle et de Don Quichotte. Amaury Gucci et Daniel Lévy. De la salsa, du rhum et des jolies filles, ambiance caliente. Pourtant, nous ne sommes pas ici dans une boîte de nuit. Pour ces étés de la danse, le Grand Palais se met juste à l'heure cubaine, de quoi perdre la tête. Quelques heures plus tôt, l'atmosphère était beaucoup plus studieuse avec les vedettes du jour, les danseurs du Ballet national de Cuba. Sous le dôme imposant du Grand Palais, ces danseurs présentent en alternance 2 ballets de référence, Don Quichotte et Gisèle, un classique du genre. Alicia Alonso est la fondatrice du Ballet de Cuba. Quasi aveugle depuis son adolescence, cette ancienne ballerine a foulé les scènes du monde entier. Mais quand il s'agit du Grand Palais, malgré ses 86 ans, Madame Alonso garde un enthousiasme de jeune fille. C'est un lieu incroyable, comme dans les 1001 nuits. C'est comme un rêve. Il y a beaucoup de fantaisie et de beauté. Composée en 1841, Gisèle est une histoire d'amour, un conte tragique, onirique, qui aux 12 coups de minuit retrouve le sourire. La magie cubaine sans doute. Voler, planer sans autre bruit que celui du vent ou de la flamme qui regonfle la montgolfière. Sensation garantie au-dessus des plaines du Luberon. Découverte de paysages étonnants avec ses aérostiers forcément passionnés. Stéphane Despinois nous raconte l'aventure.
À première vue, c'est juste une tente géante multicolore, mais en quelques minutes, elle devient majestueuse. Une vraie cathédrale se dresse en plein champ. On commence justement par insuffler l'air froid à l'aide d'un ou de plusieurs ventilateurs, donc pour donner une première forme. Et ensuite de quoi on va insuffler l'air chaud à l'aide du brûleur pour permettre au ballon de se dresser. C'est parti pour une croisière en altitude. Les conditions sont optimales, pas de Mistral ce matin. Très vite, les montgolfières semblent flotter dans l'air sans difficulté. Là pour l'instant, donc on est au cap quasiment plein nord, 350 degrés, on est à 400 mètres. On se dirige vers Saint-Étienne-les-Orgues. Mieux vaut bien sûr ne pas avoir le vertige, mais les paysages survolés méritent le détour. Nous sommes au-dessus de Fort-Calquier, non loin du Luberon et du Mont Ventoux. C'est très doux surtout par rapport à l'avion planeur. Hein, c'est vraiment très très doux, très agréable. On a l'impression de fluidité. Ouais, c'est une première. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un vol parce que on les voit régulièrement au-dessus de nos têtes, les montgolfières, et voilà, être dedans c'est un peu magique. Sans même s'en apercevoir, les ballons colorés peuvent filer jusqu'à 30 km/h. Et quand ils passent au ras du sol, c'est un peu la Provence éternelle qui s'offre au regard. Le temps est comme suspendu. Je vais droit dessus. L'odeur de la lavande chatouille même les narines. L'avantage avec les montgolfières, c'est que, vu d'en haut ou vu d'en bas, le spectacle est toujours apprécié. Ainsi se termine ce journal. Dans quelques instants, la météo de Laurent Romeshko, suivi du film Alexandre de Leverstone. Demain à 13h, vous retrouvez Olivier Galzi. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir.